Elle a déjà été présentée comme disco queen dans pas moins de 17 pays et pourtant, ce n'était qu'une brève description de l'étendue de son talent. I'm walking down the Down street. the street and my heart goes boom. Immediately we meet and my heart goes boom. When we are together, I will love forever. I'm walking down the street and my heart goes boom, boom, boom. Non? Non, celui-là, c'était moi. Oui? Oui? Pas mal. Hein? Si je viens plus chez vous, là, je prends-tu 5 livres? Plus que ça, c'est ça. Hey, j'en ai pris 20 dans le confinement, lâche-moi. Ma fille de 12 ans, là, elle essaie de me passer une vite, puis je les réponds en anglais, je fais « Been there, done that, bitch ». Incroyable expérience que j'ai eue dans ma vie. Ça, puis quand j'ai fait le forum de Montréal. Moi, je me suis déjà caché, ben là, évidemment, pas l'année passée, là, je suis jeune, caché dans la voiture, dans le coffre de la voiture pour entrer gratis au cinéparc. Oh shit, no, fuck. Non? Hey, non. Hey, non. Non. Hey, quand t'as 15-16 ans, sauver 6 piastres, là, c'est important. Là, Arrête donc. Jamais. Je sais. Je sais pas si je vais le répéter. Là. Toi, tu l'as compris à la maison. Mon chum a dit là, c'est parce que tu rentres plus dans le coffre. Ça m'arrive une couple de fois, moi, de liker des posts Facebook sans même pas les regarder. Quand je vois qu'il y a plus de 15 likes, je like. Non. Onde partirò sul mare nel mare che dreams are made of these. Who wouldn't buy to disagree? Bon matin, bienvenue au podcast des productions Boyfriend. Notre lieu de tournage, 1335 Sainte-Catherine-Est. On est au fait au coin Panay-Sainte-Catherine. Ce matin, nous avons l'extrême privilège de recevoir le président des Alouettes, M. Mario Cecchini. Juste avant, je voudrais vous présenter et remercier du moins l'équipe des productions Boyfriend qui vous êtes avec nous aujourd'hui. Entre autres, Éric Archambault, Donald ainsi que Lynn à la technique. Merci beaucoup, l'équipe des productions Boyfriend d'être avec nous ce matin. Mon invité aujourd'hui, Mario Cecchini. Tout jeune, durant les années 70, Mario adorait déjà assister à des matchs au stade olympique. Il se souvient même du prix 4 $. Le jeune Mario adore le sport. Il pratique notamment le hockey, le baseball, le tennis et bien sûr le football. Pourtant très timide de nature, entre autres dû à un problème de bégaiement, Mario rêve déjà grand. Il veut aller toujours plus loin. Il veut pratiquer le sport, mais Mario veut aussi étudier et apprendre des meilleurs. Laissant sa timidité de côté, il entame donc quelques années plus tard une formation au Harvard Business School. Mario a par la suite accumulé 35 belles années de travail, de collaboration dans le merveilleux monde du média. Il a entre autres lancé la première station radiophonique dédiée au sport, CKAC, ainsi que dirigé la transformation du 98.5, devenant la station de nouvelles la plus écoutée au pays. Mario vit le parfait bonheur entouré de son épouse et de ses belles grandes filles quand malheureusement en 2007, il apprend que sa tante moitié a un cancer. Ne se laissant pas abattre, il épaule son épouse dans cette épreuve et lorsque celle-ci reprend du mieux, ils fondent ensemble la fondation Victoire. Il invite donc entre autres Grégory Charles, Robert Charlebois et des dizaines d'artistes permettant de ramasser plusieurs milliers de dollars. Pour les Alouettes, il est l'homme, le grand homme. Pour ses filles, Mario est un papa d'amour. Pour sa femme, il est toute sa vie. Pour moi, il est une grande source d'inspiration de par son immense carrière, sa créativité et son leadership. Aujourd'hui, nous allons passer 1 heure et apprendre à découvrir l'homme derrière M. Cecchini. On reçoit, si vous me permettez, Mario, l'équipe. On peut l'applaudir. Mario Cecchini, merci beaucoup de prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui. Merci Mario, salut, est-ce que tu m'entends bien, ça va bien? Je t'entends très bien, c'est toute une introduction, bravo. On va essayer d'être à la hauteur des expectatives. Mario, tout d'abord, la première question que je veux demander, comment va le retour des Alouettes en ce début de saison qui est un peu plus complexe, on ne se le cachera pas. Pour vous, comment ça se passe? Oui, ça se passe bien, mais tu fais bien de mentionner le contexte, effectivement, c'est un apprentissage, le COVID. Nous, il faut savoir aussi, il faut se rappeler peut-être aux gens qu'on n'est pas propriétaire de notre stade non plus.
Alors, on est en location là-bas, donc on a souvent, en fait, il faut habiller le stade aux couleurs des Alouettes à chaque match. La COVID, la pénurie de main-d'œuvre, tous les éléments que vous entendez parler sont des défis qui s'ajoutent. Mais ceci étant, on a fait ça le comble dans la mesure où on le pouvait. Donc, on avait un maximum à 15 000. On a fait ça le comble lors du premier match. Le deuxième match arrive le 18 septembre. Alors, on est optimiste aussi. Alors, ça va bien. L'équipe, on pense qu'on aurait aimé ça avoir une victoire de plus sur le terrain. On a échappé une. Mais essentiellement, au niveau de la vente de billets, tout ça, tous les éléments, les commandites aussi, c'est en progression sur 2019, malgré la pandémie. Donc, grosso modo, ça va bien. On est content qu'on touche du bois. Mario, il y a plusieurs gens de l'équipe qui voulaient savoir, lorsqu'on t'a nominé comme président des Alouettes, quelle a été ta réaction? Dans quel contexte tu l'as appris? Ça, c'est assez particulier parce que j'avais travaillé sur ce dossier-là avant et je pensais qu'à partir du mois de novembre, ce dossier-là était éteint en ce qui me concerne. Est arrivé un nouveau propriétaire et j'ai eu un appel le 31 décembre pour me dire, écoute, j'aimerais ça te jaser et te rencontrer. Peux-tu venir à l'hôtel? Je vais t'appeler d'ici 4-5 jours. Et puis, la rencontre s'est faite le 7 janvier au matin. Et puis, donc, l'embauche, on a procédé à l'embauche, on a finalisé les contrats dans cette semaine-là pour être annoncé le 13 janvier. Alors, Gary Stern, le nouveau propriétaire, est quelqu'un de très instinctif aussi. Il avait fait ses recherches, évidemment. Mais j'imagine, en tout cas, qu'il avait fait ses recherches parce que quand on s'est parlé 4 heures à peu près, un autre 2 heures le lendemain. Et puis, on a finalisé les détails dans les journées qui ont suivi. Donc, ça a été une surprise jusqu'à un certain point que le dossier revienne sur le tapis. Puis évidemment, j'en étais très heureux. Alors, cette année-là, si je peux me permettre, le décompte du jour de l'an était un peu plus particulier que les autres. Un petit peu plus particulier que les autres, effectivement. Mario, si tu me permets, lorsqu'on s'est parlé un peu pour la pré-entrevue, je t'ai demandé de m'envoyer quelques photos. Si tu le veux bien, on va visiter un peu ton début de vie, si je peux dire ainsi. Alors, tout d'abord, on va regarder la première photo. Ici, tu es avec ton papa. Raconte-moi un peu ton lien avec ton papa, Mario. Écoute, mon père, c'est quelqu'un, j'ai probablement énormément de défauts, mais je n'ai pas celui de ne pas être travaillant. Et j'aime à penser que j'ai une belle éthique, une certaine éthique, et ça vient de mon père. Mon père, quand je suis là-dessus, en 64, a changé de carrière, carrément, pour fonder le club de curling. Et à l'époque, à Shawinigan, ça s'appelait les Country Club Golf and Curling Club. C'était les deux ensemble souvent. Donc, tout lâché, il travaillait à la Dupont. Alors, et là, il a tout lâché. Et sans études là-dedans, vraiment. Et puis, il est devenu gérant, puis il a monté dans cette carrière-là de gérant de club de golf. Après ça, il s'est concentré sur les clubs de golf pour finir avec beaucoup de prix et de performances dans son milieu. C'est quelqu'un qui, pendant la saison de golf, donc ça s'apparente à ma saison de football, travaillait 7 jours par semaine. Ça avait d'autres défis, c'est sûr qu'on le voyait moins, mais l'hiver, il se reprenait un peu. Alors, tout son côté d'éthique, de travail, de s'assurer que la job est bien faite, que les clients ou les membres ou les spectateurs, dans notre cas, nos fans, sont bien servis, ou les auditeurs, quand j'étais en radio, cette conscience-là, pour moi, elle vient pas mal de mon père, je pense. Es-tu fils unique, Mario? Non, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de photos d'ailleurs, parce que je suis le bébé de 4 enfants et un accident. Je suis la famille, mes frères et sœurs sont nés en 51, 55 et 58, et moi j'arrive en 64, donc pas prévu du tout. Et quand la famille et mon père commençaient cette nouvelle job-là, fait que moi j'ai pas eu la même enfance que mon frère et mes sœurs. C'est-à-dire pas de vacances de famille, parce que l'été, c'est la saison de golf. Donc, c'était très, très différent. J'ai été très gâté à d'autres égards, mais à cette époque-là, quand tu es rendu le 4e, il y a beaucoup moins de photos.
Alors, j'avais pas beaucoup de choix à t'envoyer C'est des vrai. photos. C'est vrai. Écoute, Mario aussi, donc pour les gens à la maison, tu es dans le milieu et tu Oui, as été oncle à 10 ans. Raconte-moi un peu. oui. Ah, écoute, ça a été, ben, comme je viens de mentionner, donc ma sœur, qui est née en 51, se marie à 72. Et Julie, celle qui est à ma droite sur la photo, Oui. et, qui est ma nièce. Je reviens de l'école un vendredi après-midi, 4h moins 10. Et mon frère de 6 ans plus vieux, lui, à 16 ans, sort sur le balcon puis il se met à chanter Mon oncle Mario, mon oncle Mario. Alors, la petite était arrivée et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Écoute, moi, je me rappelle, là, j'étais assez gaga parce que, tu sais, 10 ans, tu peux passer, voyons, tu sais, c'est pas un âge. Mais écoute, c'était merveilleux d'avoir un bébé dans la famille, de s'amuser, de l'avoir grandir, tout ça, si jeune. Écoute, je peux te dire que déjà là, je savais que je voulais des enfants puis des filles en particulier. Je suis bien content, j'ai été gâté, j'en ai eu 2. Est-ce que ça t'a amené à suivre, je ne sais pas si on est de suivre ton cours de gardien averti à l'école. T'as-tu suivi ça, toi? Tu sais, Ben, pour apprendre à j'ai- garder, il y avait une petite formation d'une coupe d'heure, je sais pas trop dans ces années-là. Je lis mon non, diplôme, moi. j'ai pas eu ça, mais j'ai gardé beaucoup. Oui. Alors, j'ai appris de ma mère et de mes 2 sœurs. J'ai appris ce qu'il fallait C'est faire. c'est encore mieux. Parle-moi de la photo ici. Ça, c'est avec Julie aussi. Donc, c'est encore elle qui était, quand elle était un petit peu plus vieille, et moi aussi un petit peu plus vieux, là, je pense, sur ça. Mais ça, c'est une photo que les gens me comparaient à René Simard. Je Ah sais oui? pas si ça vous a frappé, Oui. mais avec la coupe de C'est cheveux de vrai. l'époque. Oui. J'ai déjà, M. Simard, par ailleurs, que j'aime bien, je ne sais pas s'il va être déçu d'apprendre ça, mais j'ai déjà signé un autographe en son nom. J'étais dans un centre d'achat, puis il y a quelqu'un qui m'a pris pour lui. Puis, j'avais, je pense, 14 ans. Puis on s'est amusé. J'avais beau dire à la personne que je n'étais pas lui, elle ne me croyait pas. Alors, j'ai fini par signer le papier, qui est parti. Et à ce jour, il y a quelqu'un, quelque part dans l'univers, qui a un autographe de René Simard, mais c'était pas vraiment lui. Je vais te faire une confidence. Tu sais que Nathalie écoute régulièrement nos podcasts, qu'on connaît très bien ici. Alors peut-être que ça va se rendre à René, donc on s'en reparlera, Mario, si... Exactement, pas de problème. Écoute, parle-moi ici j'imagine, ton plus beau succès de vie, ta famille, Mario. Ouais, eh bien, écoute, je regrette d'être cliché, mais effectivement, tu sais, ce qui est plus important pour moi de loin, c'est la famille, la santé de la famille, puis après ça, la famille élargie. Oui. Alors, ce que tu as derrière toi, c'est ma femme, évidemment, qui est juste à mes côtés. Du côté de mon cœur, à gauche, c'est Jessica, la plus jeune, qui travaille à la DPJ aujourd'hui, qui a commencé son cours, le 23 Wow. ans. Elle a commencé là-dedans au mois de juin. Et à la côté de ma femme, c'est Samantha, ma plus vieille, qui a 27 ans et qui, elle, travaille chez Tourisme Montréal. Alors, elle oui, aussi a ok. traversé la pandémie de façon particulière. Comme le football, ça a été des secteurs qui ont été frappés. Alors, 2 filles magnifiques qui sont généreuses, qui sont à l'image de leur mère énormément, qui sont dévouées. On est très proches. Alors, ça, c'est ce qui fait que la vie est très belle, effectivement. Et Mario, pour conclure avec tes filles, je t'ai demandé si tu étais bon dans un instrument de musique. Tu m'as répondu malheureusement non, tu n'avais pas ce talent-là. Mais par contre, permets-moi de parler tes filles. Tu m'as dit au piano, elles sont quand même... elles pianotent? Les deux, oui, Ouais, les deux sont très bonnes. Ils ont un talent naturel. Ils ne l'exploitent pas assez parce que leur mère et moi-même, ma femme et moi, il n'y a rien qu'on aime plus que de les entendre jouer et d'entendre du piano toujours, même quand c'est en background, si tu me permets l'expression. oui. Mais même que Jess a pris des cours, Jessica a pris des cours, Sam, elle a pris des cours aussi, mais elle est plus autodidacte. Des fois, elle nous envoie des vidéos qu'elle apprend les tunes seule, puis elle nous envoie ça, puis elle sait qu'on les écoute à la fin. Et le côté musique, est-ce qu'elles retiennent de maman? Maman est bonne dans un instrument de musique? Non, ils retiennent de notre goût de la musique, mais les deux, on ne joue aucun instrument. On est probablement des musiciens frustrés, alors on a essayé de leur transmettre ça, puis au moins, ils ont le doigté. Alors, on est bien, bien fiers de ça. D'après moi, Mario, c'est parce que tu dois être bon à cuillère dans le temps des fêtes ou quelque chose. Il y a Peut-être, ça peut-être se un peut. petit côté d'instrument. Écoute, Mario, je voudrais qu'on Ou parle... ou la trompette dans les matchs de football pour énerver l'adversaire. Tu vois. Mario, je Ouais. voudrais qu'on parle de la création de ta fondation que tu as fait il y a quelques années. Suite, j'en ai parlé un peu dans la présentation. Malheureusement, bon, vous affrontez la maladie. Permets-moi, ta conjointe va évidemment, j'espère, mieux aujourd'hui. Ça va un petit peu mieux.
Oui, ça va très bien. J'ai perdu la question pour être sûr. Tu me Et demandais si ma oui, femme allait oui, mieux. elle va Puis, mieux elle va aujourd'hui, très bien. donc c'est une autre époque, c'est derrière vous. Ouais. Mais cela dit, ce qui m'amène à te parler donc de l'événement Victoire, à laquelle vous allez collaborer avec plusieurs artistes. Vous avez ramassé plusieurs centaines de milliers de dollars. Je vais te demander de nous parler un peu de ce... Oui, en fait, ça a commencé un petit peu. D'abord, le cancer de Daniel est arrivé, on l'a su en janvier 2007. Et puis, à l'automne de 2006, mon père est parti et j'ai perdu mon adjointe au cancer du sein le 22 décembre 2005. Et là, on se disait, nous, on est chanceux, la vie va bien. On voulait que les enfants soient sensibilisés à ça. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis, naturellement, notre première réflexion, ça va toujours vers les enfants. Puis, avec Chorus, on était associés. Chorus étant le propriétaire à l'époque de 98.5, de C'est quoi? On était associés à Sainte-Justine. On a fait des radiotons importants pour Sainte-Justine. On a ramassé plus de 3 millions en 5 journées, en fait. Wow. Donc, là, on se pose cette question-là. On veut que les enfants soient impliqués dans le bénévolat. Pour nous, c'est très important qu'ils redonnent. Alors arrive la maladie de Daniel. Alors, la vie a choisi pour nous, dans le fond, notre cause. Et donc, on a vécu tous les traitements entre janvier et septembre 2007. Quand Daniel a repris ses forces, on voulait faire quelque chose de positif avec ça. Donc, on est allé directement du côté du cancer du sein et mis sur pied des concerts intimes. Et ça a bien été pendant 10 concerts intimes, 3 galas d'humour, 2 sessions de conversation. Puis on a ramassé 1 45 000 Wow. avec ses amis, où Daniel était le lead, évidemment. Mais c'est ses amis qui l'ont aidé. Ils sont tous venus comme bénévoles. On n'a aucun sou de frais d'administration, sauf qu'on appelle les coûts que ça prend pour organiser ça. Tout le reste, pas de frais d'admin. Tout se faisait dans notre salon avec nos amis, les minutes. Et puis, tout ça a été remis à la Fondation du cancer du sein. C'est une belle réalisation. C'était devenu, Daniel a gagné avec ça aussi, la bénévole de l'année dans notre patelin sur Pour la vrai, rive oui. a été bien reconnue. Oui, c'est une soirée qui était devenue mythique à Candiac. On avait 400-500 personnes. C'était toujours exceptionnel. Les gens dansaient, les gens s'amusaient. On voulait ça victoire parce qu'on voulait ça très festif. C'était pas une soirée où on parlait de la maladie, mais brièvement, parce qu'on voulait célébrer justement. Malheureusement, il y a des femmes qui ne passent pas au travers, mais de plus en plus, il y en a qui passent au travers de ça, et c'est ce qu'elle voulait célébrer. Ben, bravo, je salue votre courage de cette fondation-là et de réunir plusieurs artistes. Oui, on est juste 4 ici, mais on peut l'applaudir, absolument. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mario, écoute, je voudrais qu'on parle, parce que moi, plutôt, on a un même petit problème, c'est le bégaiement. D'ailleurs, encore aujourd'hui, ça m'arrive de chercher mes mots quand je parle. Ça a été... je peux dire même traumatisant dans mon enfance de me faire ridiculiser un peu lorsque venait de faire lorsque venait le temps de faire des discours devant la classe où on me reprenait souvent, ne serait-ce juste à aller acheter un sac de chips au dépanneur, je pouvais excuse-moi le mot, gosser sur le mot plusieurs temps avant que ça sorte. Et toi aussi, j'aimerais qu'on en parle parce que mon but, ça, il y en a d'autres enfants qui vont nous écouter aujourd'hui. Et puis, ben, aujourd'hui, on s'en sort, on est capable de formuler des phrases. Alors, dis-moi donc, comment t'as passé, toi, de ton côté par-dessus ce problème-là? Ben, moi, c'était vraiment très jeune, puis à l'adolescence, dès qu'il y avait une situation où je n'étais pas nécessairement en confiance, où je n'étais pas en lieu connu, où je n'étais pas avec ma famille, mais même avec ma famille, ça pouvait se produire. Tu sais, avec ta famille, par contre, tu es moins, on dirait que tu t'en rends pas compte parce qu'ils ne rient pas de toi nécessairement. Ils peuvent rire avec toi une fois de temps en temps, mais ils ne te font pas sentir mal. À l'adolescence, ça a été plus rough à certains égards. Encore une fois, quand tu te retrouves dans des situations comme telles que tu l'as décrit, le dépanneur, c'est un très bon exemple. Ça peut prendre 3 minutes à commander un popsicle parce que ça ne sort pas. Fait que là, tu laisses passer les autres en file, tu laisses passer les autres. À un moment donné, il faut que tu y ailles. Puis le caissier, ça demande pourquoi tu laisses passer les autres quand tu as juste un petit système dans les mains, puis tu as ta pièce à côté, puis tu as 14 ans, puis il ne comprend pas trop. Des situations comme ça, il y en a d'innombrables. J'ai eu la chance d'aller dans un collège privé. Alors, ce qui faisait qu'on était toujours dans la même classe. Fait que ça a été, au fil que les mois passaient, bien, tu te sens de plus en plus à l'aise.
Ce qui faisait que je m'exprimais beaucoup dans le sport, justement, ce que tu as mentionné au début aussi. Tu trouves toutes les échappatoires pour te valoriser d'une autre façon. Mais quand je suis arrivé au cégep, là, ça a été... et puis c'est exactement ce que tu décris. On était en art et technologie des médias, pour ceux qui connaissent ce cours-là. Il y avait un cours à l'époque de lecture dirigée. Alors, il fallait lire. Et là, tu sens ton nom qui s'en vient. Et c'est là que moi, j'avais complètement buté. Rien qui sortait. Et quand ça sort, ben là, tu trébuches. Et là, la classe, je me rappelle de lever les yeux, puis tout le monde rit. Puis en même temps, je dis ça, puis je ne les blâme pas. Ça peut être drôle, mais parce que les gens ne me connaissaient pas, on est dans la première semaine. Alors, on ne se connaît pas personne. Alors, tu sais, ils ne savent pas. Mais évidemment, ça te touche. Et c'est là que j'ai dit, c'est assez, c'est pas vrai. Et là, je suis allé rencontrer un orthophoniste à l'hôpital de Chicoutimi, parce que le cours de ATM était à Jonquière. Et je me suis pris en main, j'ai fait des exercices, énormément d'exercices mentaux aussi, pour te dire en quelque part, ça te touche pas, ça te diminue pas, ça te définit pas. Et c'est ça que je voulais pas que ce soit. Et alors le crayon, les muscles, la respiration, parler plus tranquillement, tout ce qu'on connaît, parler du ventre un peu plus, prendre ton temps, il n'y a personne de pressé. Je dis souvent à des gens qui font des speeches aujourd'hui, si tu penses que tu parles trop lentement, ralentis. Parce qu'on ne parle jamais trop lentement quand on ralentit. C'est très rare qu'on parle trop lentement. Les gens t'écoutent, les gens sont là. Alors, à partir de là, ça a évolué en ce sens-là. Après ça, le travail, c'était une autre étape. Les A, les P. Et moi, je travaillais en recherche, il fallait que je présente les résultats. Fait que ça a été beaucoup de travail. Puis vraiment, là, je peux dire que à part des moments d'extrême fatigue, c'est presque terminé. Mais il y a toujours une crainte que ça revienne. Ça peut toujours revenir si je suis bousculé, si je suis dans une situation vraiment qui me rend nerveux ou qui me rend vraiment... ou peut-être j'ai pas le contrôle. Comme quand tu apprends que... Je me rappelle que quand tu apprends des grosses nouvelles qui viennent te chercher, là, ça peut revenir, là. Tu sais, ça peut revenir, parce que tu es préoccupé aussi, puis tu es nerveux, tu penses moins à ta respiration. C'est devenu aujourd'hui un deuxième je le réalise plus, que je parle un peu plus saccadé en termes de punch. Puis des fois, dans des discours, justement, ça te sert. Je fais des phrases très courtes, le plus possible. Et là, tu prends le respect, puis tu continues. Alors ça, c'est devenu une seconde nature. Et j'ai vu en faisant mes recherches que tu as été porté parfois à changer les phrases dans un texte que tu allais présenter pour pogner la bonne syllabe, etc. Donc, on pogne des trucs un peu en même temps, et puis aujourd'hui, ça va mieux. Moi, tu vois, Mario, depuis quelques temps, ça ne m'était pas arrivé pendant plusieurs années, puis on dirait que c'est revenu il y a un an ou deux, une fois de temps en temps, je cherche mon mot à quelques secondes. Oui, ça arrive. Écoute, ça part pas vraiment, je pense. Il y a un côté très enfoui dans notre cerveau où c'est toujours présent. Mais tu vois, j'ai rencontré l'article que j'ai fait avec la presse, puis j'espère que le candidat va aider des plus jeunes aussi. Oui. Parce que moi, je voulais pas nécessairement le faire. C'est ma famille qui m'a poussé de le faire quand le journaliste m'a approché, parce qu'il faisait un article sur Joe Biden. Il venait d'être élu, et Joe Biden, il y a quelqu'un qui bégaye. Mais tu sais, il est président des États-Unis puis il fait des speeches constamment. Oui. Alors, Vincent m'avait dit, écoute, j'aimerais ça faire le parallèle, c'est pas discuté. Ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai pu parler à 2-3 jeunes depuis ce temps-là qui ont vu l'article, puis les parents m'ont appelé, un professeur qui m'a appelé, mon filleul, qui est prof, m'a mis en contact avec une jeune étudiante de 14 ans qui m'a dit que une semaine après, c'était réglé. Elle a eu c'était juste comme un déclic. Alors, tu sais, ça, là, c'est merveilleux. J'espère que ça va. Il faut que ça serve à ça. Oui, j'espère qu'il y a des gens qui vont écouter, mais il faut être conscient que ça peut revenir, puis il faut juste garder les bonnes habitudes. Effectivement. Mario, est-ce que tu es bon à l'école, tout jeune? Tout jeune, pas pire. Au secondaire, bien été jusqu'en secondaire 4, un petit peu trop tannant en secondaire 5, puis au cégep, puis quand je suis allé au un college, parce que c'était à Ottawa, oui. Là, ça a bien été parce que j'étais dans mon élément, je faisais ce que je voulais faire. Donc, j'ai eu ma petite période
Alors, rebelle, excuse-moi, lorsque tu arrives au Harvard pour étudier, donc tu es en pleine capacité de tes moyens, tu rentres là fièrement en disant je suis ici pour apprendre. Oui, ben en fait, Harvard, pas pour te reprendre, mais pour préciser, c'est arrivé tard dans ma carrière. Oui, Le Harvard Business School, c'est arrivé en 2008. Fait que oui, c'est Chorus qui nous offrait ça. C'était merveilleux, puis ça a été des moments extraordinaires que tu peux vivre là-bas. Puis écoute, je pense qu'à tout âge, n'importe qui a la chance de passer là. C'est un peu mythique d'abord. Fait que déjà, juste le fait d'être là sur le campus, c'est quelque chose. Puis c'est ça, puis écoute, c'est qu'on était 90 de tous les horizons, international. C'est une expérience phénoménale. Mario, j'aimerais que tu me racontes ton implication dans les médias pendant 35 ans. Tout d'abord, comment on arrive à travailler dans le média et à se ramasser à créer des stations radio et à tout chambouler et à n'avoir que du succès? Ben, c'est très gentil d'abord. Mais d'abord, ça a commencé pour moi. J'étais en stage dans une agence de publicité et la personne qui était le président de cette agence-là était l'ancien directeur des programmes de CKC. Là, on est en 84 pour les plus jeunes auditeurs. Ce qui est aujourd'hui CKC Circulation était à l'époque CKC la plus grande station de radio au Canada. C'était celle qui avait le plus d'auditeurs. C'était avant les radios FM étaient arrivées depuis environ 5-6 ans. Donc, ce qu'on appelle le AM, que plusieurs connaissent probablement pas, dominait largement encore. Donc, j'ai la chance de tomber dans la plus grande station à Montréal comme analyste en recherche marketing. Alors que les FM arrivent et que la recherche marketing devient donc plus pertinente pour définir les cibles, pour définir à qui on parle. Alors, donc, ça a été ma chance. Et ma chance a été aussi après ça que la directrice de la recherche a quitté Télémédia où j'étais environ 18 mois après que je suis arrivé. Et la recherche était nouvelle. Fait qu'il y a un boss là-bas qui a dit, tiens, on va lui donner le titre à lui, ce jeune-là. Là. Il a l'air à bien faire ça. Alors, là, il n'y avait plus de direction. Probablement qu'il voulait sauver le salaire à l'époque, tout simplement. Mais j'ai fait ma place là-dedans au niveau de la recherche. Fait que là, t'aides les ventes. Puis la chance que j'ai eue, quand tu es en recherche à cette époque-là, ben, encore aujourd'hui, tu travailles avec les ventes, tu travailles avec la programmation, tu travailles avec la direction, directement connecté avec le président quand il y a des présentations au CRTC. Donc, tout le monde te connaît rapidement et tu deviens comme la ressource. Alors, j'ai développé tout ce côté-là. Ensuite, tombé dans les ventes. Puis j'ai eu aussi un président qui est arrivé à Télémédia, une compagnie d'ailleurs qui est l'ancêtre d'Astral, qui a été récemment acheté par Bell. Pour les plus jeunes d'entre nous, là, Astral, c'était 2 compagnies de radio, Télémédia et Radio Mutuelle, qui ont été achetées par Astral, qui ensuite a été achetées par Bell. Alors, on est encore avec eux aujourd'hui. Donc, c'était vraiment une époque où c'était des radios familiales. C'était pas des corporations qui étaient propriétaires. Et arrive un président qui s'appelle Claude Baudouin à Télémédia en 86, qui était mon patron jusqu'en 2002. J'ai quitté Télémédia en 2002 et Claude était un fervent supporter de la recherche, donc qui m'a inclus dans un paquet de comités. Donc, la création de la Radio Rock-Étang. On avait passé de Radio Cité à Radio Rock-Étang. Et la fusion, encore une fois, il y a eu une grande fusion, une grande journée en 94, c'était le 30 septembre d'ailleurs, ça s'en vient, cet anniversaire-là, où les 6 radios, le réseau AM avait fusionné. Là, les FM avaient pris de la place, moins de place pour les AM, donc on avait plus des fermetures de stations. Ça a donné un autre élan. Et là, moi, je suis allé en Ontario après, rapidement. Claude a pris la direction de tout le Canada. Alors là, il m'a emmené en Ontario, tu allé faire un peu la même chose. Et là, ensuite, c'est arrivé 98.5, qui est arrivé chez Chorus en 2005, où on a fait 98.5, on a lancé CKC Sport. Là, ça a été vendu à Cogeco, qui arrive avec leur président, leur état-major. Donc, moi, j'ai accepté une offre d'Astral. J'avais presque été chez les Alouettes à ce moment-là. J'avais été courtisé en 2010. Ah oui? Ancien propriétaire. Mais j'avais décidé de ne pas y aller à ce moment-là. Et puis, donc, Astral a été vendu par Bell.
retourne chez Corus pour diriger les radios Canada anglais et Historia et Série Plus et Télétoon au Québec, donc ce que Corus avait acheté. Et là, ça a amené après ça à la consultation, puis finalement, quand je n'étais pas en semi-retraite, là, je dirais pas jusque-là, parce que j'avais la consultation qui me gardait occupé quand même 35 heures par semaine. Donc, j'étais consultant avec Québécois, par exemple, donc avec des firmes Gravité Média, des firmes bien connues, bien installées, évidemment. Mais quand les Alouettes sont arrivées, ça m'a fait sortir du média. Mario, je suis convaincu que tu es le mentor de probablement plusieurs personnes, plus que tu peux même te l'imaginer. Qui est le mentor de Mario? Il y en a un en particulier, c'est Claude Baudouin, que j'ai mentionné, qui était président de Télémédia, qui était mon patron, qui m'a connu à 22 ans, puis qui m'a lâché à 30 ans. Alors, il était mon patron 16 ans. Alors, on a évidemment la blague, tous les défauts que j'ai, ça vient de lui, puis toutes les qualités que j'ai, ça vient de lui. C'est vraiment lui qui m'a formé au niveau professionnel. J'ai été très chanceux. Moi, j'ai travaillé pour 2 boss extraordinaires, l'autre étant John Cassidy, qui était président de Corus à Toronto. Après ça, comme mentor, si je sors de la business, j'ai eu un beau-frère. J'ai un beau-frère, c'est mon ex-beau-frère, mais Michel Gagnon. Ma sœur, comme je disais, qui s'était mariée très jeune, a eu beaucoup d'influence sur moi. C'était un policier, puis j'étais impressionné. Après ça, dans la business, il y a plein de gens qui m'inspirent. Moi, c'est des entrepreneurs qui m'inspirent beaucoup, puis beaucoup d'artistes qui m'ont inspiré aussi. Mario, quand on a annoncé que tu allais faire notre podcast, tout d'abord, je te l'ai mentionné. Merci encore. Tu fais extrêmement plaisir à mon papa, à plusieurs membres de ma famille d'ailleurs. Et c'est drôle parce qu'il y a des gens qui nous ont demandé tout jeunes là, de comment on fait pour si on n'est pas nécessairement très bon à l'école, mais on est très sportif et on vise les étoiles pour une carrière sportive. Comment on peut faire pour mélanger école, qui est primordiale, bien entendu, mais avec des plus jeunes qui nous écoutent, là, leurs questions, comment on fait pour faut se consacrer sur l'école? Comment on rêve de sport? En fait, l'école t'amène au sport. Il faut le voir de cette façon-là, je pense. Le sport, surtout le football, ça passe par l'université. Et je pense que même si tu veux jouer au hockey, même dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, tu te dois de réussir les études aussi. Et je dirais, pour les plus petits, je pense que d'ici 10-15 ans, le temps qu'ils vont grandir, probablement qu'il y a des modèles qui vont changer aussi. C'est clair que l'éducation va revenir avec tout ce qu'on vit en ce moment aussi. Tu sais, il y a quand même des clivages qui se font dans la société en ce moment. C'est pas toujours agréable. Qu'est-ce qu'on vit? La pandémie en a rajouté sur ça. Les médias sociaux en rajoutent sur ça. Je pense que tout ce qui est éducation, mais là, je prends le terme avec une majuscule et au sens très large. Je ne parle pas juste d'apprendre. Je parle que les gens constatent aujourd'hui que apprendre le côté, tout ce qui est la civilité, tout ce qui est le respect, il faut que ça revienne tout ça. Là, je pense qu'on l'oublie trop souvent. Donc, si je reviens au sport, effectivement, je pense qu'il y a une côté obligation. Mais évidemment, il faut prendre le sacro-saint, c'est 0,01% des gens qui font carrière professionnelle avec le sport aussi. Donc, il faut être très conscient de ça. Mais si tu l'as été et tu as les études, et aujourd'hui, on peut étudier en business sportif. Le HEC a un cours sur ça, du management de sport, puis tout ça. Alors, tu peux très bien évoluer, ce qui, dans mon temps, n'existait pas. Les gens qui étaient dans le sport, c'était autre chose, c'était pas des éléments de gestion. Aujourd'hui, il y a autant de marketing de ce côté-là, il y a autant de clientèle ciblée, il y a à bon escient l'utilisation des médias sociaux aussi. Alors, il faut connaître tout ça. Il faut connaître l'âme humaine, il faut connaître l'être humain. Le sport encore plus. Les grands champions parlent toujours qu'ils ont besoin de psychologues sportifs avec toutes leurs performances. Ça, c'est le fun, ça décloisonne aussi. Ça démontre que c'est pas travailler avec la psychologie, c'est pas du tout un aveu là, de faiblesse, au contraire. On apprend la visualisation là-dedans et ça, c'est bon en business aussi. C'est bon tout le temps. Alors, le sport est une grande porte sur beaucoup de succès. Puis je pense juste le fait en terminant, peut-être que je parle trop, tu me diras si je donne des trop longues réponses. Voyons non, bien sûr que non. Le travail d'équipe, tu l'apprends dans le sport beaucoup.
le respect de l'autre, puis faire confiance à l'autre, puis que chacun a son rôle à jouer. Évidemment, le football, c'est le sport ultime du travail d'équipe. Tu ne peux pas rien accomplir seul sur le terrain. C'est impossible. Au tennis, évidemment, individuel, tu peux. Au hockey, des fois, tu peux prendre la rondelle, déjouer tout le monde, puis aller faire un but. C'est plutôt rare. Mais au baseball, c'est le sport d'équipe le plus individuel parce que c'est toujours le lanceur contre le frappeur qui court tout seul. Tu ne peux pas te faire aider par personne. Alors, le football est vraiment le sport d'équipe ultime. Les gens qui ont la chance de pratiquer ce sport-là, souvent font les meilleurs coéquipiers au bureau aussi, puis les meilleurs collègues de travail. Comment on gère une équipe précédée? On le sait aujourd'hui, il faut parler de façon plus douce. Donc, tu sais, par exemple, avant, on dirige une équipe sportive en parlant plus fort, plus rough. Aujourd'hui, est-ce que c'est moins bien vu d'avoir une tactique comme ça? Comment on emploie les mots gérer une équipe aujourd'hui? Ça dépend vraiment des individus. Moi, je pense que c'est l'authenticité qui est importante. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas quelqu'un qui crie. Je ne suis pas quelqu'un qui s'énerve. On a des situations difficiles, on passe au travers. En tout cas, les quelques fois que je me suis énervé, j'étais vraiment au bout du rouleau, mais en 37 ans de carrière, c'est pas arrivé 3 fois. Alors ça, c'est... puis je dis pas que c'est correct, c'est ma façon. Mais il y a encore des gens pour le moment qui ont un tempérament plus explosif, mais je pense pas que ça sert effectivement. Je pense de moins en moins avec la nouvelle génération, les joueurs qui ont 20, 21, 22 et 25 ans. Puis je fais pas de mauvais amalgame avec les enfants rois puis tout ça. Je suis pas là-dedans. Le monde a évolué. Le monde a changé. On est plus à la motivation positive que ce qui était punitif à l'époque. Moi, je me faisais dire, si tu joues mal, tu vas être benché. Tu vas jouer sur le banc. Alors qu'aujourd'hui, le coach ou l'entraîneur va prendre le temps de travailler sur tes forces, maximiser tes forces. Et je pense surtout qu'avec l'arrivée du vidéo, on connaît mieux nos joueurs. Donc, on peut les maximiser leurs forces et les faire travailler dans le sens qu'eux vont être bons, donc par conséquent, vont rendre service au club et à l'équipe. Je pense que ça, c'est une différence énorme. Fait que dès que tu diriges et que tu enseignes avec une vidéo, la personne voit, ça enlève toutes les mauvaises perceptions que la personne peut dire « Non, non, je l'ai fait comme il faut. » Non, là, on le regarde ensemble, puis tu vois, on avait dit A, puis tu as fait B. Alors, il faut faire A. La prochaine fois, il faut faire A. Et je pense que ça aide énormément de ce côté-là à avoir un ton plus complice, plus d'enseignement, plus pédagogue pour faire progresser les joueurs, par conséquent, les individus. Ça, c'est ultimement, là, si tu peux amener l'individu à être une meilleure personne, mais ça, c'est la cerise sur le gâteau. J'aimerais qu'on regarde deux, trois questions ou des commentaires qu'on a reçus. Mario, je voudrais te demander, quelle est ta vision? C'est un peu le sujet depuis quelques années, des commotions cérébrales, etc. Comment on s'y prend dans le football pour être la nouvelle vision de cette approche-là, mais sans dénaturer le sport? Comment on gère ça? Écoute, énormément de nouveaux règlements d'abord. Vraiment, d'abord, tout ce qui est coup à la tête, vous l'avez sûrement vu, puni très sévèrement. Et là, on parle puni, ça peut être des matchs, ça peut être des amendes aussi, surtout si c'est volontaire, évidemment. Oui. Mais même quand c'est pas volontaire, le joueur est responsable de son corps, si on veut. Alors, il faut qu'il fasse attention pour pas frapper la tête de personne. Ça, c'est un. Puis ça, écoute, il y a énormément de jeux qui sont punis aujourd'hui et que les joueurs ont des amendes. Ça arrive 2-3 fois par année, qui dans les années 70 arrivait 2-3 fois par match. Wow, alors, tu sais, c'était... Écoute, et d'abord, ensuite, on travaille sur la sensibilisation, c'est clair. On travaille sur l'équipement. L'équipement a plus de commune mesure. Le casque que j'ai ici, là, qui est rembobé de cette façon-là, puis qu'il y a de l'espace ici pour absorber. Les années 70, c'était pas ça du tout, là. Je pourrais tourner la caméra, j'ai un mur de vieux casques. C'était pas ça. Alors, l'équipement y est pour beaucoup. Et puis, je pense que les joueurs voient les dommages à long terme, malheureusement. Les joueurs des années 70, 60 servent de cobayes. Et aujourd'hui, on voit certains les dommages qu'ils ont. Puis on en parle énormément. Donc, tout le monde est très conscient de ça. Les personnes, déjà, qui mettent leur corps en jeu, ça, ils l'acceptent. C'est correct, ils l'acceptent. Mais la tête est hors limite pour la majorité de tout le monde.
Et dans le football, on est chanceux parce que c'est un sport, j'aime toujours dire à mes enfants, puis tout ça, mais c'est un sport où le respect existe. Oui. Tu vois les joueurs se plaquer, aider à se relever après. C'est sûr qu'il peut y avoir des éclaboussures, mais dans ce sport-là, il y a vraiment un respect du guerrier. Alors, c'est comme ça qu'on travaille sur les commotions en laissant rien passer, en étant très sévère, en faisant énormément de sensibilité. Bravo. Et je suis sûr que les mamans des joueurs sont plus rassurées que les mamans des joueurs il y a plusieurs décennies. Mario, le premier commentaire. Bonjour Mario, à quoi ressemblent vos moments de détente en famille? D'abord, beaucoup de... La pandémie a amené quelque chose de très bien parce que mes filles, ayant quitté le foyer, on marche beaucoup. Alors, on marche, on fait du vélo ensemble dès qu'ils ont du temps. Alors, beaucoup de moments ensemble de ce côté-là. Quand j'étais plus jeune, nous autres, on était des grands fervents de cinéma. En fait, on jouait, puis après ça, on jouait dehors pas mal tout le temps. On avait un panier de basketball. Là. Dans les réunions de famille, on se lance le ballon de football, on joue au football aussi. Alors, on est une famille étendue. Très, très proche. On est souvent ensemble, on est une quinzaine, 17-18 quand on est tous là. Donc, c'est beaucoup de jasettes, beaucoup de bouffe, beaucoup de rire, beaucoup de musique, beaucoup de jeux. La pandémie nous a amenés aussi à redécouvrir, on est allé comme dans des parcs, ce qu'on ne faisait pas avant, et on a gardé cette habitude-là, pas juste dans la cour de une ou de l'autre. Alors, c'est vraiment le fun. J'ai envie de te demander, est-ce que Mario participe à la cuisine avec son épouse un dimanche après-midi? Faites-vous, par exemple, une sauce à spaghetti ensemble? Oui, absolument. Ça va arriver. Je suis celui qui fait cuire les choses. Alors, mais je m'implique. Je ne fais pas beaucoup de recettes, mais oui, je fais la recette à spaghetti. Ça, c'est sûr. Celle de ma mère, celle que ma mère nous a léguée. Ma femme est vraiment beaucoup mieux que moi, par contre. Mais écoute, quand tu faisais référence à quand Daniel était dans le jus, les 5-6 mois qui précédaient l'événement Victoire où il fallait qu'elle surveille tout, j'avais le tablier, puis je m'assurais que le souper était là pour elle, puis pour nous. Puis, fait que oui, il y a une légère participation sur ça. Encore une fois, pas beaucoup de talent, mais du vouloir. Okay. Alors, si je viens un jour souper chez Mario, on commande pas de la pizza, là, on va pouvoir se faire quelque chose. Oui. Absolument. Okay. Oui. Absolument. Oh, oui, absolument. Alors, Mario, l'autre commentaire, notre famille a bien hâte de retrouver une foule bien remplie pour voir les matchs. Les foules bien remplies, bon, là, on le sait que c'est pas tant possible présentement, mais une foule complète. Pour vous, est-ce que vous sentez vraiment qu'il y a une différence à l'intérieur d'un stade lorsque vous jouez que c'est coupé à moitié, j'imagine? C'est comme n'importe... Oui. Bien là, on est à peu près à 12-13 000. Ouais. Alors, oui, ça se sent, mais les fans de football j'invite les gens à pas nécessairement trop attendre parce que l'atmosphère du 27 août, celle qu'on a vécue avec le premier match avec la COVID, c'était assez extraordinaire. Là. Les gens étaient là, voulaient, c'était une belle soirée en plus. Mais il y a vraiment un côté... au football, les gens sont d'une énergie incroyable. Ça crie, ça s'amuse, ça embarque pour déranger l'autre équipe adverse parce qu'au football, tu peux effectivement les déranger parce que les joueurs, tu sais, le corps arrière fait des signaux. Si les joueurs ne se comprennent pas, on les dérange dans leur timing, dans leur exécution. Alors oui, essentiellement, on a hâte, c'est sûr, mais il faut être respectueux de la santé publique de ce côté-là. Avec ce qui se passe en ce moment, c'est sûr qu'on, tu sais, je pense que c'est des 1000 cas en fin de semaine, là. Oui. Alors, avec le variant, tout ça, c'est sûr qu'on est prudent. Fait qu'on suit les consignes, on encourage tout le monde à être excessivement prudent de ce côté-là lorsqu'ils viennent au stade. Mario, si tu me permets, je vais déroger un peu du sport et on va jouer un petit jeu ensemble. Ne t'inquiète pas, je ne te demanderai pas de chanter. L'équipe nous a préparé des noms en arrière, puis on va regarder ensemble le premier nom, le titre de chanson qui te vient en tête, si tu le veux bien. Sinon, on essaye, OK? On va en faire 4-5. On regarde ça comme... En partant, ils nous sortent Bryan Adams. Est-ce que tu as un titre qui te rappelle... It Cuts Like a Knife, Summer of 69. Bon, alors un point pour Mario. Ding, 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 ding. tu m'as là-dessus, t'es vite sur la réponse, Mario. Un autre artiste, on va regarder, attention. Diane Dufresne. Ah, donnez-moi de l'oxygène. Ah, ben oui. Mario 2 points. On en cherche de l'oxygène, là. Oui. Robert Charlebois. Je t'aime comme un fou.
Oui, t'es trop vite, Mario. Robert, on l'avait invité aux événements Victoire. Oui, raconte-moi, raconte. Ouais. Ah ben Robert Charlebois, ça a été, en fait, j'ai une belle anecdote sur ça parce que Robert Charlebois est venu, je connaissais son fils et que Robert est venu, il avait fait Salcombe, évidemment. Oui. Et puis, M. Legault et sa femme étaient pas premier ministre à l'époque, mais étaient dans la salle. Et il y avait une chanson que Robert Charlebois voyait la femme de M. Legault, là, j'ai un blanc, là, j'ai oublié le nom sur le coup, là, mais il voyait qu'elle fredonnait avec lui. Alors, il y a quelqu'un qui a gagé, alors il l'a mentionné, puis il y a quelqu'un qui a dit « Moi, je donne 1000$ si elle monte sur le stage, puis elle chante avec Robert. » Et elle l'a fait, Madame... Pour vrai? Oui, Madame Bray, si ma mémoire est bonne, je pense que c'est ça. Alors, donc, elle est allée chanter sur le stage à une des soirées Victoire. On a eu la femme du premier ministre actuel qui est allée chanter sur notre scène. Ouais, pour moi, tu vois, le souvenir de Robert Charlebois, j'ai eu la chance d'être invité à la première du Cirque du Soleil au théâtre Cogeco à Trois-Rivières. C'est un hommage à Robert Charlebois qui ont monté un spectacle. C'était somme toute magnifique. Un chic type, somme toute. Robert Charlebois. OK, un prochain, on y va rapidement. Barbra Streisand. Ah, ben, Evergreen. Ah, Barbra Streisand, c'est une des chansons qu'on a mis à mon mariage avec Daniel. Oui? Ouais. Ah C'est oui? une des chansons qu'on avait choisies, Evergreen de Barbra Streisand. Je vais te dire que c'est mon idole. C'est une femme que j'adore et j'ai une admiration sans borne. Est-ce que tu l'as déjà vu en spectacle? Je l'ai vu en spectacle, elle est très, très bonne. Je l'ai vu en spectacle il y a peut-être 15-16 ans, Okay. quand elle était venue au Forum. Et puis, non, c'était au Centre Monson. C'était déjà non, c'était même au Centre Bell. C'était déjà au Centre Bell. Mais oui, écoute, moi, ce que j'ai le plus aimé d'elle, c'est son film Yentl. Ben oui. Tu as sûrement vu ça. Bien sûr. Des chansons extraordinaires, elle parle à son père, tout ça, c'est vraiment... c'est toute une artiste. Et toute une actrice aussi. Absolument. C'est très, très bonne actrice. Oui. D'ailleurs, dans Meet Byron, quelque chose comme ça, un film qu'elle a fait là, il y a quelques années, qui est très drôle, oui. Frank Sinatra, My Way. Oui. On sortit la même. J'ai-tu droit à un point quand ça. même? Je vais oui. Bien sûr. Ah, je savais pas qu'on était en compétition, mais My Way, tu vois, My Way, c'est la chanson que mon père chantait tout le temps, puis qu'on a choisie pour à ses funérailles. Fait que ça a une signification excessivement spéciale, My Way. Mario, on va pas tomber dans le dark, mais je vais me permettre de te répondre que c'est aussi la chanson qu'on a choisie pour ma maman, ses funérailles, lorsque c'était la fin et qu'elle quittait, c'est cette chanson-là. Alors, on a un petit lien. Donc, de toute façon, somme toute, My Way, c'est une belle chanson, des beaux souvenirs. Et Michel Richard! Écoute, là, Michel Richard, pour les titres, là... Ouais, ben moi, j'en tête ça. Par exemple, les boîtes à gogo. Ça, c'est bon, c'est Michel Richard. Bon, peut-être. OK. C'est ça. Est-ce que tu as eu la chance de collaborer? Vas-y, excuse-moi. Non, c'est les titres de chez Sanson. Sûrement, si tu m'en joues, je vais les reconnaître, là, mais les titres, je les connais. As-tu eu la chance de collaborer avec Mme Richard dans un de tes événements? Non. Non, c'est quelqu'un que je ne connais pas, personnellement. Les Beatles. Ah, mais là, il y en a trop. Mais je te dirais, la préférée pour moi, c'est The Long and Winding Road. Oh, oui. Ah, tu fais plaisir à des gens dans l'équipe ici. On y va-tu une ou deux dernières? Elvis. Jailhouse Rock. Oh, oui, OK. Ouais. C'est vrai, Puis peut-être aussi Suspicious Minds. Oui, ben oui. Tout une tour. Oui. Un petit dernier. Comment il est rendu? Point 7-2. Kiss. Ben là, Kiss. Kiss, When I Was Made for Loving You. Ben oui, bien sûr. Le gros thème. Bien sûr. On en a-tu un petit dernier? Le dernier, OK. Alors, le dernier... Ah ben écoute, Céline Dion. Ah ben là, on a le choix. Céline, moi, sais-tu quoi? Moi, Céline, ça reste... quand elle est sortie de sa coquille, et je vais te donner... c'est pas nécessairement ma préférée, mais Incognito, elle m'avait, à l'époque, je trouvais que c'était courageux, qu'est-ce qu'elle faisait. Mais ma préférée, écoute, ça va être classique, mais voyons, celle du Titanic, là. My Heart Will Go On. Oui.
Écoute, parce qu'il y a des amateurs de Céline ici. Ah, c'est ça. Alors bon, ça termine. Mario, je dois dire félicitations. J'ai 2, tu as 18. Mais ici, il y a des amateurs de Céline. Alors, ils t'ont donné 5 points parce que tu as aimé Céline. Donc, ils t'ont donné 2 fois 5 points. Mais somme toute, tu gagnais C'est pareil bon. avec félicitations. Mario, j'ai envie de te demander, tu as collaboré avec plusieurs artistes. Quel artiste t'a ému par sa sensibilité et son approche? Il y en a quelques fois que sont, on va dire, moins gentils. Toi, en collaborant avec plusieurs, que ce soit à la radio ou pour la Fondation, quel Wow. artiste t'a marqué beaucoup par sa grande gentillesse, sa générosité? Ça, c'est presque injuste parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont marqué. Je vais te dire, ceux qui sont devenus des amis, Marie-Lou Wolfe. Wow, oui. Marie-Lou Wolfe, que j'ai connue à travers qui aidait une jeune dans une fondation, que Johanna Comtois, qui est décédée, qui était une jeune, qui est décédée du cancer à 14 ans. C'est à travers ça qu'on s'est connus, Marie-Lou et moi. Et puis, après ça, on est restés proches. Puis c'est quelqu'un que j'ai appris à connaître, qui est une personne vraiment, tu sais, quand on dit une belle personne, sensible, authentique, sincère, pour moi, c'est une grande dame, Marie-Lou Wolfe. Écoute, fait que oui, alors Marie-Lou, c'en est une qui vient en tête à travers ça, c'est, tu sais, écoute, dans les artisans de radio, je pourrais te parler de Ron Fournier aussi. Les gens connaissent Ron Fournier, évidemment, pour ce qu'il est, pour le personnage public, connaissent peut-être un peu moins tout ce que Ron fait derrière la scène, toujours prêt à aider les jeunes enfants, toujours présent quand on a besoin de lui. Mais tu sais, c'est vrai pour tant de monde. C'est vrai pour toute la gang du 98.5 que j'avais à l'époque. Puis là, on parle de Paul Arcand, on parle d'Isabelle Maréchal, Paul Oud, Benoît Dutrisac, toutes des gens qui ont des fois ont un côté. J'avais un petit faible pour eux autres parce qu'il y a un côté en oncle qui se doit d'être dur. Oui. Mais c'est d'abord des mères de famille, des mères de famille, des pères de famille extraordinaires, dédiés, dévoués, donnent beaucoup, font beaucoup de choses pour ce qu'ils veulent. Écoute, Mario Grenier, je pourrais dire, à Québec, tu connais peut-être Mario, qui est animateur de radio à Québec aussi. Chez les artistes, écoute, moi, j'ai un gros faible pour François Morancy aussi, qui a une éthique de travail comme j'ai rarement vu. Qui est quelqu'un aussi de très sincère. C'est ça qui vient me chercher. Moi, les gens que, je m'excuse de prendre l'expression en anglais, mais what you see is what you get. Oui. Qui vraiment, là, qui justement, un peu comme tu dis, qui ne se prennent pas pour d'autres. Oui. Qui sont conscients de leur chance. Tu sais, je te parlerai de Charles Lafortune après, puis de Sophie Préjean, la même chose. Charles, un cœur gros de même, toute fois qu'on allait voir Charles pour dire, écoute, telle personne voudrait. Puis après ça, je m'en voudrais de ne pas te nommer les joueurs de football. Bien sûr, oui. Toutes les fois que j'ai demandé à date, en 18 mois, à des Luc Brodeur-Jourdain, à des Vernon Adams, à des Byron Archambault, qui est dans notre équipe de recrutement, mais qui a joué longtemps, à Danny. Écoute, j'ai un jeune, peut-être, si tu pouvais passer 15 minutes avec, ça l'aiderait. C'est toujours des oui instantanés. C'est toujours des oui instantanés. Moi, j'ai été très gâté de travailler avec des gens. C'est ce qu'on retient beaucoup, hein? C'est ces gens-là c'est ce qu'on veut retenir. Des gens qui sont conscients un peu de la chance qu'ils ont et qui redonnent beaucoup aux autres. Et d'ailleurs, pour les sportifs, en rencontrant que ce soit un enfant plus jeune, malade ou en santé, peu importe, ça lui reste toute sa vie après d'avoir eu la chance de rencontrer un sportif et passer quelques temps avec peu importe le joueur, absolument. Qui est l'idole de Mario? L'idole? L'idole qui est différent de mentor, mais mettons, si je prends quelqu'un que je connais pas, l'idole au sens, moi, écoute, je suis obligé de dire JFK. Ouais. Alors, parce que c'est, je sais pas, il y a quelque chose qui m'avait frappé, évidemment, dans ce qui est arrivé quand j'étais tout jeune. J'avais 10 ans la première fois que j'ai vu le film, je pense, 73 à peu près. Il était devenu public, puis tout ça. Puis là, c'était un idée, tout le monde parlait de ça. Mais quand j'avais après ça, je me suis mis d'abord, je trouvais que j'étais un orateur extraordinaire. Premièrement, ce qui était quelque chose que j'enviais, parce que c'était l'époque où je bégayais plus. Et puis donc, beaucoup plus tard, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'école, à l'université, tout ça, à des éléments de gestion, j'ai beaucoup appris sur sa vision des choses aussi, lui et sa famille.
qui est pas parfaite, mais dans sa façon de gérer les choses, dans sa façon de se comporter dans des crises, j'aimais le calme et la résolution parce qu'il y avait vraiment les yeux sur l'objectif à long terme. Alors, c'est pas le mythe de l'assassinat qui m'a attiré, c'est sûrement ça qui m'a attiré au début, mais c'est après ça sa façon d'être. Dès que tu lis sur lui, que tu te rends compte sa façon de, je dirais business, là, mais sa façon qu'il gérait sa politique aussi. Il a écrit des livres superbes, donc qui m'ont aussi inspiré de ce côté-là. Donc, JFK, ça fait partie des gens qu'on pourrait dire idoles au sens un peu inatteignable. Oui. Alors, définitivement, oui. Mario, on tire l'entrevue presque à sa fin. J'ai envie de te demander, dans les dernières minutes qui nous restent, où Mario veut aller en vacances pour prendre une pause. Est-ce que tu es plus d'aller dans un tout compris ou tu vas te retirer ou visiter une ville comme Paris? Je sais que tu as voyagé beaucoup, mais pour prendre du recul... Florence. Oui? Florence, c'est ma ville préférée. C'est là que... Je ne sais pas si c'est là que je suis allé le plus souvent, mais probablement. Parce que toutes les fois qu'on va en Italie ou même quand on va dans d'autres villes, on essaie d'atterrir à Florence, passer au moins un week-end là. Puis après ça, on se dirige vers ailleurs. Parce que l'Italie est relativement... Tu sais, tu peux aller en Suisse rapidement, en Autriche, tout ça, là. C'est pas très compliqué. Mais Florence, de loin, pour mes 50 ans, j'avais choisi, j'ai dit à ma blonde, tu sais, où je veux être. J'étais à Florence. Je voulais être là. C'est vraiment, à mon sens, la plus belle ville du monde. À mon sens, à moi. Si tu pars en road trip avec ton épouse, qu'est-ce qu'on écoute dans la voiture? Les années 70, de ce temps-là, on est très accro quand on roule, c'est 70s on 7. C'est, on est 70 et 80, puis ma playlist, à moi, dans mon iPhone, est assez... les gens ne la comprennent pas d'ailleurs, parce que j'aime tous les styles. Mais de tous les styles, je peux mixer je venais d'avoir 18 ans de Dalida avec Back in Black de AC/DC et j'aime les deux autant. J'aime ça. Je sais pas quoi répondre à ça, mais donc on est beaucoup là-dedans, on est beaucoup dans les années 70-80 de ce temps-là. Mario, qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour les Alouettes de Montréal à venir, le meilleur? On s'en va où pour... Écoute, pour les Alouettes, tout ce qu'on veut, c'est gagner. On veut que la ville vibre avec nous. On souhaite évidemment qu'on se rende très loin à la Coupe Grey, puis des années de succès aussi. Moi, je pense que quand je vois l'équipe de football travailler, Danny en particulier, avec les recruteurs, les coachs, les heures, les gens n'ont pas idée. C'est des jobs à temps plein pendant 7 mois de temps. Quand je dis temps plein, c'est du 6 le matin. Là. Les coachs sont en meeting à 6 le matin jusqu'à 9 h du soir, 7 mois de temps. 7 jours à peu près, 2 semaines de vacances là-dedans, pas plus. Puis quand je dis des semaines, c'est pas vrai, là, c'est 2 fois 3-4 jours. Alors, c'est ça qu'il faut. Je pense qu'il faut souhaiter que le travail acharné de ces gens-là soit récompensé par des performances sur le terrain. Mario, je vous souhaite une belle fin de saison. Je te libère et je veux encore une fois te dire un immense merci d'avoir pris 1 heure et pour le passer avec moi. Ça a été un grand privilège. Je le redis encore, Mario, j'en ai rencontré et fait plusieurs rendez-vous avec plusieurs entrevues, c'est-à-dire avec plusieurs artistes. Et papa a été rarement fier comme l'entrevue que je fais avec toi aujourd'hui. Alors, je tiens à te remercier beaucoup. Et au bas de l'écran, les gens voient entre autres le site Internet des Alouettes de Montréal, votre page Facebook, etc. Donc, je vous souhaite une belle fin de saison. Et K-Boyfriend, merci beaucoup. Mario, je te libère. Et pour nous, rapidement, vous nous demandez à quel endroit voir les vidéos des productions Boyfriend. C'est sur les pages Facebook de notre YouTube, notre plateforme aussi. Et puis, en quittant, Mario, je te libère. Et puis, pour vous, à la maison, vous allez voir un petit 2 minutes de la première saison. Bonne fin de journée, Mario. Merci beaucoup, K-Boyfriend. Encore une fois, merci beaucoup. À bientôt. Elisabeth, lève la main si tu as déjà conduit une voiture sans permis. M'aimeras-tu un peu? Ce soir, l'amour est dans ta voix, mais demain matin, penseras-tu à moi? Il y en a plusieurs comme ça. Juste une question. Coudonc, qu'est-ce qui se passe dans la nuit chez Martine Sinclair? On dirait que ça va bien le soir, puis il se passe quelque chose. Je sais pas ce qui se passe chez vous.
Ça n'est jamais arrivé dans un autre show, ça, là. Et tout d'abord, la vie est faite de ça, des essais-erreurs. Et moi, les gens qui continuent et qui foncent, peu importe dans le domaine, ont toute mon admiration que ceux qui se laissent abattre la première fois. Et tu fais partie de ces gens-là. Paul, le temps nous Je t'admire aussi comme homme d'affaires. Hein. Je t'admire. Ah, t'es bien gentil. Patricia. Je sais pas pourquoi, mais cette chanson-là me fait penser beaucoup à toi. Vous pouvez bien être mariés ensemble. Chris, il y a juste vous deux qui vont s'endurer, si voir. C'est quoi ça? Ah, mais c'est d'une tristesse, écoutez cette anecdote-là. Main, si tu as déjà eu une belle-mère que tu hésitais entre l'aimer, l'accepter ou passer un tueur si proche. Sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte. Mais l'affaire, c'est qu'est-ce qui me dérange le plus? C'est lui, en fait. Parce que... Oh my God! Yannick, t'es tellement old school, là, quelqu'un de 20 ans comprend aucune référence. Oui. s'il nous écoute. Un bol de toilette. Yannick, on dirait, là, quand il passe, là, il y a toujours de quoi dans la tête. Next mission. Memories, bring back memories. I'm in heaven. C'est cette tune-là, là. Attends, excuse, Robert, je ne l'ai pas entendu. Peux-tu me la répéter? Je la répète pas. C'est sûr que je vais t'inviter.